Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique au cours de laquelle nous allons nous intéresser à ceci. Warhammer Fantasy Roleplay, Archives de l'Empire, volume 2. Alors comme vous pouvez le constater, je continue à exhumer les livres de la série Warhammer V4 Fantasy Roleplay qui sont édités par Cubicle 7 pour la version originale et reprise en français, c'est le cas de l'exemplaire que j'ai ici, par Chaos Project. Alors, Fantasy Roleplay, Archives de l'Empire, volume 2. Voilà, on démarre comme d'habitude par la superbe carte. Voilà, elles sont assez petites, mais bon là, il y a des choses écrites qu'on ne peut pas lire. Ça, c'est, je pense que c'est pas fait, d'ailleurs, c'est pas fait pour être lu. Par contre, la carte en elle-même, elle a un côté qui me plaît, moi, même si elle est petite. Elle est centrée sur Altdorf. Donc dans le Reikland, qui est la région de départ, enfin la région qui est proposée au départ pour démarrer vos campagnes. Alors on va faire un peu le tour de ce que propose ce supplément. Alors voilà, le 1, je crois que j'avais fait une vidéo, j'essaierai de la remettre dans le fil, là, le nouveau fil de vidéo Warhammer. Sinon j'en referai une si elle n'est pas passée. Alors c'est une série, la Archive de l'Empire, transversale, et en fait c'est pas mal du tout parce que ils vont comme ça pointer des petits sujets et apporter beaucoup de réponses sur des questions qu'on peut avoir, voilà, sur des sujets que moi je trouve assez intéressants et pas forcément bien traités, traités tout court dans d'autres tomes. Alors, au sommaire, ça commence par une lettre, donc toujours de la princesse Isabella, qui est supposée être la sœur de l'empereur, Charles Franz Ier. Alors, l'or et la bouffe, les ogres dans l'Empire. On a un premier chapitre qui va vraiment faire un gros plan sur la société ogre. Alors, il faut savoir que dans le monde de Warhammer, les ogres ont accès, sont dans les villes, etc. On n'est pas sur une version de l'ogre sauvage comme on peut avoir par exemple je crois que dans D&D c'est assez sauvage quand même les ogres. Là on a de l'ogre civilisé, on n'est pas non plus dans de l'ogre féerique façon contes et légendes, c'est-à-dire grosse bête qui fait peur aux enfants, mange ta soupe, finis ta soupe, ou l'ogre va venir te manger. On est, vous voyez, sur par exemple là vous allez en voir deux crayonnés, toujours ces crayonnés que moi je trouve très bons, Voilà, deux ogres, il y a un gladiateur et l'autre. Alors évidemment, souvent ils vont être quand même dans des métiers de tape dure ou de frappe fort, comme on dit vulgairement. Ça reste des ogres, mais ils sont socialisés. C'est-à-dire qu'ils ont des compétences, raillerie, divertissement, langue, pari, ragot, voilà, savoir, subordination. Vous voyez, c'est très bien fait. Et vous avez leur historique, leur point de vue sur les races, et puis après on attaque directement le corps des règles, avec comment jouer les personnages ogres. Donc ils ont repris la table des classes et des carrières, mais pour les ogres. Vous voyez, si vous faites 0-1, vous êtes un ogre citadin, et dans le citadin, 0-1 c'est un artisan. Sinon, dans citadin ogre, vous avez mendiant, milicien, ratier, serviteur, ça c'est un courtisan, garde, après les guerriers, les lettrés. Alors les lettrés, bon, chercher l'intrus, boucher, ogre. Voilà, les lettrés, ce qu'on appelle lettrés, c'est plus les métiers qui ne sont pas des métiers d'armes en fait. D'où les bouchers par exemple, qui ne sont pas forcément les plus lettrés dans nos sociétés, telles qu'on la connaît de nos jours. Les attributs, pour tirer leurs attributs sur les capacités de combat, si vous voulez faire des ogres rapidement. Les tableaux de la couleur des yeux, enfin ils ont vraiment de quoi faire. Voilà, même des générateurs de parties de noms, le nom en deux parties. Alors disons que je fais 43 pour la première partie, ce qui nous donne Nag, et je fais 26 pour la deuxième. Nagelt, voilà le nom de mon ogre. Alors chez vous, voilà. Alors le titre des ogres et les noms de clans, donc les grands noms, les exemples de grands noms, insufflés de la vie à votre ogre. D'où venez-vous? En fait, après le donner corps en termes de roleplay à un ogre, si vous voulez jouer un ogre, en fait ça se passe un peu comme pour les humains. À quoi ressemble votre famille? Pourquoi êtes-vous parti de chez vous? Qui sont vos meilleurs amis? Quel est votre plus grand désir? Quels sont vos meilleurs et pires souvenirs? Quelles sont vos croyances religieuses?
envers quoi êtes-vous loyal, pourquoi partir à l'aventure, voilà. Après, un petit paragraphe sur l'avancement des personnages ogres. Et puis des exemples, donc Nazalta affabulé. L'histoire de Nazalta est assez connue sur les quais d'Ubersreich, non pas à raison de sa banalité, mais parce qu'elle a tendance à la raconter en hurlant à toute heure de la journée. Née à bord d'un navire remontant le Reich depuis Marienburg et jetée sous un pont, Nazalta aurait dû connaître une mort certaine. Mais c'était sans compter sur une bande de débardeurs qui ont perçu sa valeur dès son plus jeune âge. Ils l'ont donc prise sous leurs ailes et l'ont élevée comme l'une des leurs. Voilà, et du coup elle fait dans une bande de malfrats. Donc très intéressant. Au-delà de le faire jouer par des personnages, ce qui est une possibilité, ça permet aussi de faire des PNJ ogres un peu plus consistants et de sortir du fameux stat block et voilà, un monstre et donc forcément un combat, bon, même si avec des ogres, voilà. Et on se doute qu'il va y avoir des combats, mais vous voyez, c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans le Warhammer, dans cette version-là. Je ne connais pas le 1 ni le 2, je connais un peu le 3, enfin j'avais entendu parler, et pas du bien d'ailleurs, du 3 qui était plus entre le jeu de gestion de société et le jeu de rôle. Ce que j'aime beaucoup, c'est que à chaque fois, on gratte un peu et on amène vers du roleplay, enfin vers la possibilité de roleplay. Alors j'imagine que selon l'étape, ce ne sera pas toujours exploité, mais en tout cas, il y a de quoi faire. C'est aussi ce qui m'avait semblé très bien vu dans la nouvelle mouture de RuneQuest. C'est-à-dire que je pense que quand on est dans des rééditions comme ça, les gars qui font les rééditions, souvent c'est des fans des premières versions du jeu. Et en fait, même, je veux dire, même malgré eux, même sans y penser, inconsciemment, ils vont, quand ils vont refaire une mouture du jeu, plus l'envisager comme on envisage les jeux de rôle aujourd'hui. C'est-à-dire que même des jeux crunchy comme RuneQuest ou comme Warhammer 4, ils vont quand même développer l'essentiel, à savoir le roleplay, donner des billes pour donner du rôle. Là où Donjons et Dragons, pour moi, c'est un peu fourvoyé au fil des éditions, j'allais dire des émissions, et où ils ont plus été sur le côté, bon, bah, les stat blocks, les trucs, les monstres, l'inclusivité, le truc, le machin. Et, bon, le roleplay, oui, il y avait eu je crois qu'il y a un ou deux scénars faits par Agathe dans son adaptation dans Dragon, où effectivement la part belle était donnée sur le roleplay plus que même dans la résolution, plus que sur les combats. Pour le reste, Donjons et Dragons, ça reste voilà, des stat blocks sur pattes, voilà, des sacs à points de vie, etc. Alors que là, on vous propose autre chose. Les armes de corps à corps pour les ogres, donc vous savez qu'en raison de leur taille, ils ont des armes, voilà. Voilà, une grande massue quand même, hein, bonus de force plus 6, plus les compétences d'atout dévastatrice et spéciale. Les armes à distance, un lance harpon, ouf, plus 10. Les grandes lances, bonus de force plus 4. Les canons crash-plan, plus 10. Pistolet ogre, wow, balle de crash-plan, ça rajoute pas de points. Boulet de crash-plan, plus 4. Ouh. Plus à chaque fois empaleuse, percutante, perforante. Les armes, c'est vraiment aussi un très bon. Je pense que ça pimente vraiment le jeu, cette histoire d'armes à feu. La description des armes, la magie ogre, vous voyez qu'on fait bien les choses. Hein. Le domaine de la gueule avec un nouveau domaine réservé aux ogres. Rhinox, les rhinox sont de grandes et puissantes créatures qui ont élevé domicile dans les sommets enneigés, la chair de ces bêtes. Voilà. Et puis après, on en vient aux ogres et à l'évolution de carrière. Le mangeur d'hommes, le gardien de troupeau de Rhinox, donc qui vit plutôt, c'est un peu le berger, une version du berger, mais pour les ogres. Le boucher ogre, le fameux lettré. Ensuite, on change complètement. Alors, c'est ce que j'aime un peu dans ces suppléments. Vous allez me dire, le problème, qui pour moi n'en est pas un, mais qui, je pense, voilà, c'est le côté encyclopédique de la chose. Et que du coup, bah, si vous voulez avoir tous ces petits trucs, bah, oui, il faut aller acheter le supplément. C'est un jeu à gamme.
Bon, moi, voilà, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Enfin, c'est ce que j'aime dans les jeux de rôle, les jeux à gamme. Et je suis même dégoûté que pour beaucoup de jeux qui ne sont pas disponibles en français dès le départ, bah, souvent, il n'y a pas tant de gamme qui vont jusqu'au bout des versions originales dans la traduction. Et donc, souvent, on se retrouve obligé de finir la gamme avec des bouquins souvent anglophones. Voilà, donc à une époque, j'étais même pour du coup autant tout acheter en anglophone parce que les termes, il y a des termes qui changent, donc c'est plus compliqué de jouer avec un player traduit et les suppléments pas traduits, ne serait-ce que pour les stat blocks et tout ça, où vous avez un petit temps d'adaptation. Bon, on peut jongler avec les deux, moi je préfère quand on a tout traduit. Donc le problème des gammes, pour nous français, à moins de jeux français, c'est d'avoir toute la gamme. Mais à partir de là, moi je trouve ça très bien qu'il y ait des petits suppléments. Il faut dire que ces petits suppléments cartonnés qui font dans les 90 pages hein, de mémoire, je crois que c'est autour de ça à chaque fois, ouais voilà, 80, 91, 95 même, ils sont autour de 31 euros. Ah, c'est un peu plus cher qu'une BD, mais enfin c'est pas pour ce que ça peut contenir qui vont générer des heures de jeu pour votre jeu, ça vaut le coup je pense, si vous jouez bien sûr. Alors, on s'intéresse donc dans ce chapitre suivant, après les ogres, en fait un truc de complètement différent, les signes astrologiques et l'astrologie dans le monde de Warhammer. Alors ça aussi, moi j'aime bien, je suis client de tout ça, j'aime bien les tarots, j'aime bien tout ça, hein. J'aime bien un peu l'ésotérisme, ça me fait pas peur, hein. Je suis chrétien, mais j'aime beaucoup l'ésotérisme aussi. Euh, quoi d'autre? Euh, L'influence donc de l'astrologie. Alors vous avez une table, vous pouvez tirer pour votre personnage et ça va amener des petits modificateurs. Alors c'est léger, mais ça peut donner une touche. Encore une fois, ça va être plus quelque chose de l'ordre du roleplay et de la consistance pour votre personnage qui pourrait par exemple rencontrer une diseuse de bonne aventure, échanger, mon signe astrologique c'est ça, voilà. Par exemple, je fais un tirage 44, hop, Mumit le fou, c'est le signe astrologique. Vous gagnez un niveau dans le talent chanceux et vous avez moins 3 en force mentale. Vous voyez, c'est deux petits ajustements comme ça, très bien vu. Les différents signes hein, qui sont représentés, comme le dessin des étoiles dans le ciel, comme le chariot, etc. Le crépuscule, Mumit le fou, la charrette brisée, voilà. Puis, on vous explique un petit peu l'astrologie dans l'Empire avec le collège select, donc qui réunit des magistères, en fait, les magistères du collège céleste étudient pendant des années afin en fait d'essayer d'interpréter les vents d'Azir. Voilà, les astromanciens contemplent les corps célestes à travers la brume scintillante dans sa lumière bleue, documentant les divers mouvements et images que peuvent être observés lorsque les constellations et autres conjonctions astrologiques rencontrent le vent temporel de Lightyear. Voilà, c'est très bon encore, moi ça me parle. Les astrologues, alors dans l'art, dans les classes supérieures, comment c'est vu dans les classes sociales, les classes inférieures, ce qu'ils en pensent, les classes supérieures, les classes moyennes, je ne vais pas trop rentrer de voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les étapes déterminer l'ascendant, voilà. Un peu de magie, objet magique. Alors là, chapitre suivant, boum, on refait un saut ailleurs. Et ça manquait aussi. Donc, trouver un artefact magique, vous pouvez tirer. Voilà, ça, si vous faites entre 0 et 43, c'est une arme magique. Voilà. Identifier un artefact, comment ça se passe. Le produit fini, si vous voulez les faire fabriquer. Les particularités, les malédictions des armes magiques. Les atouts des armes magiques. Voilà. Là, vous en avez pour votre sou. L'histoire des armes magiques. Les flèches et les carreaux qui ont un truc spécial. Les atouts d'armure magique. Les boucliers magiques, les parchemins, les bâtons et les baguettes, les anneaux, les talismans, les objets insolites. Ouais. On a fait le tour. Et voilà un chapitre. Rien que pour ça, parce que bon, je pense que même si je suis adepte plutôt de la low fantasy, je pense que l'univers de Warhammer, dans son creuset, il y a de la place pour de l'objet magique. Alors sans que ça devienne la foire ou n'importe quoi, encore une fois, comme le grand ancien, je pense qu'il y a moyen voilà, de placer de l'objet magique, entre guillemets,
intelligent. Alors l'objet n'est pas intelligent par lui-même, peut-être qu'il y a des armes intelligentes d'ailleurs, j'ai pas vraiment encore creusé la chose, mais intelligent dans le contexte et dans les enjeux qui seront sous-tendus par l'objet lui-même, plus que dans le simple fait d'aller renforcer le game power du joueur qui se l'approprie. Alors ensuite, on a quelque chose d'intéressant aussi, on a un lieu, le Grand Hospice. Alors le Grand Hospice, si on lit les lettres au début de ces volumes des archives de l'Empire, en fait le Grand Hospice, c'est là qu'est maintenue la sœur de Karl Franz Ier, Isabella. Et donc c'est une espèce d'asile, donc on va avoir, vous voyez, c'est assez creusé. Là ça ressemble un peu aussi à ce qu'on peut trouver dans les suppléments de l'Appel de Cthulhu, avec des lieux comme ça qui sont un peu la bibliothèque d'Arkham, des choses comme ça. On a les serrures à les portes, on a du plan, je ne vais pas trop dévoiler, on a les écuries, le sanatorium, quand je vous disais que ça ressemble à Cthulhu, pour ceux qui connaissent cet excellent scénario. Le personnel, donc là on vous décrit la mère supérieure et puis d'autres types de sœurs. Les illus sont vraiment toujours à tomber dans leur armure. Ça a vraiment un ton... voilà, j'ai arrêté de m'étendre, ça a vraiment un ton... Très bon. Voilà, certains patients, il y en a qui n'ont pas l'air d'aller trop bien d'ailleurs. Ouh là là, oui, le Seigneur des mers et la fameuse Isabella, donc la princesse. Un hérétique. Enfin, un chapitre suivant, on va qui s'appelle le théâtre de guerre. Alors ça, c'est tout simplement pour simuler des batailles rangées entre grosses armées. Un petit système de règles qui est mis en deux. Alors encore une fois, en scénario, bon, pas terrible. Par contre, je l'ai lu ça, parce que je me suis dit, tiens, comment ils ont traité ça. Donc je l'ai lu ce matin, là, et j'avoue que c'est pas mal fait. Dans une campagne, une étape où vous auriez une bataille à mener avec des choix stratégiques, des planifications stratégiques à faire. Voilà, il vous explique comment mettre les héros en scène et avec quand même une résolution avec du gameplay qui est pas inintéressante. Je pense que si on... Alors c'est pas naturel. En tout cas pour un MJ comme moi, c'est pas naturel. Il faudrait que je conçoive ma scène avec les règles sous les yeux pour en faire quelque chose. Et je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose en se prenant un peu le citron. Il y a moyen vraiment d'en faire quelque chose. Et enfin, je pensais que c'était fini, mais non. On a, encore une fois, quand je vous dis que ça fait penser à l'appel, les troubles psychologiques. Alors là, c'est des petites règles qui viennent s'ajouter, et encore une fois, qui vont amener, je pense, beaucoup de roleplay. Alors par exemple, la phobie du noir. Chaque fois qu'un personnage souffre de terreur, notez le nombre d'états brisés subis. Lorsque le total d'états brisés d'un personnage est supérieur ou égal à son bonus de force mentale actuel, il reçoit une phobie. Cette phobie est liée à la cause de terreur qu'il a subie le plus récemment ou le plus souvent. Elle doit avoir un rapport avec une créature ou une situation que le personnage peut rencontrer fréquemment. Par exemple, un répurgateur ayant passé trop de nuits à chasser des vampires pour développer une phobie des miroirs, des sangsues ou des accents de Sylvanie. Vous voyez, imaginez ça, c'est rien. Et en même temps, c'est tout ce qui fait la différence entre les possibilités que vous offre le jeu et qu'offrent certains jeux et que n'offrent pas d'autres jeux. J'insiste là-dessus parce que je suis à fond en réaction face à la vague plus le jeu est simple, mieux c'est. Non, dans certains cas c'est très bien pour faire des petits one-shot machin. Dès que vous allez vouloir faire un truc un peu plus gras, un peu plus soutenu, un peu plus simulationniste dans le côté, pas simulation de combat, mais vraiment essayer d'interpréter, etc. Vous avez besoin quand même d'encore plus de règles un peu épais qui traitent les situations. Ou alors il faut arrêter de bosser et puis tout réinventer au fur et à mesure. Dès qu'il y a un problème qui se pose pour l'MJ, vous inventez vos règles. Bon, déjà, il faut être en capacité de le faire. On n'a rien qui garantit que ça n'est qu'après l'avoir fait jouer qu'on vérifiera si c'était tout à fait équilibré. Et puis, il faut beaucoup d'imagination, beaucoup de temps, beaucoup de sueur et de travail. Je pense qu'on est mieux à se concentrer déjà sur les scénarios. Donc oui, moi, je plus sois les livres à gamme qui proposent un vrai univers et aussi des règles pour encadrer beaucoup de situations de façon simple.
C'est pas là, vous voyez, la règle des phobies, elle est hyper simple. Le tout, c'est de savoir qu'elle existe, voilà. Donc je pense que moi, je vais commencer à me faire une petite feuille avec en fait toutes les points de règle que je pense que je vais peut-être pouvoir oublier et noter à chaque fois dans quel ouvrage ils sont et à quelle page. Voilà, et d'avoir ça sous les yeux pour masteriser les parties. Parce qu'il y en a quand même, hein, voilà. Alors, que dire de l'ensemble de l'ouvrage? Bon, qualité toujours très bonne. Même leur pochette avec le vernis sélectif, j'aime bien. C'est du format BD, hein, c'est pas très épais. Voilà, moi il a trouvé sa place sur l'étagère. Je pense que c'est un très bon supplément. Euh, je pense qu'en fait, il faudrait pas juger les suppléments sur uniquement à ce que le contenu m'a intéressé. Parce qu'en fait, l'idée de ces suppléments, c'est de faire des petits points de lumière comme ça sur tel ou tel contenu que vous allez peut-être mettre en scène ou avoir besoin. C'est des choses dont vous allez avoir besoin pour votre campagne ou dans le déroulé du jeu. Donc il n'y en a pas de meilleur que d'autres. Si là, celui-là, il y a un gros chapitre, le premier chapitre est toujours souvent le plus long. Là, il est sur les ogres. Il est évident que si il n'y a pas d'ogre dans votre campagne parce que vous décidez que c'est voilà, de ne pas faire jouer les ogres ou quoi que ce soit, bah, vous allez dire, ouais, ce supplément, bah oui, effectivement, il y a déjà quelques pages qui ne vous servent à rien. Donc je ne le traite pas comme ça. D'un autre point de vue, moi je le trouve très bien ce supplément. J'avais déjà trouvé le premier convaincant. Voilà, je trouve que la gamme est bien. Il reste là-dessus, puisque hein, je vous l'ai dit, pour la V5, tout est rétrocompatible. Donc ces règles-là, vous les aurez encore pour la V5. Voilà, ça reste. Voilà. Et puis toujours, moi je trouve l'univers excellent. Voilà. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas parce qu'ils sont trop sur. Enfin, je sais pas, peut-être ils sont trop restés sur le côté Warhammer Battle, parce que ça vient de là, hein, du Wargame. Moi, je pense que si on l'envisage vraiment comme jeu de rôle, l'univers, il est vraiment bon dans ce qu'il propose. Voilà, le côté lutter contre le chaos, voilà, qui le rapproche un peu de Cthulhu. Le côté on n'est pas des super-héros qui l'éloignent de D&D. Et tout ça, ça vous positionne un peu le jeu. Alors, c'est un peu crunchy, hein, j'aurai l'occasion d'y revenir. C'est un jeu j'allais dire, peut-être qui se mérite un peu, encore que bon, je pense que c'est un peu moins crunchy que la nouvelle mouture de RuneQuest. Voilà, si vous avez un MJ qui connaît un peu les règles, ça va quand même assez vite. Bon, c'est un jeu, oui, où il y a des maths, quoi. Il y a des maths. Alors attention, faut pas que ça vous rebute. Dites-vous, il y a des maths. Ça veut aussi dire que il y a des systèmes de résolution par rapport aux situations. Et c'est pas un jeu narrativiste où il y en a qui sont très bien, hein, je ne crache pas dessus, où il y a beaucoup de choses qui sont, voilà, qui sont un peu à la va comme je te pousse, voilà. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ces jeux où il y a du crunch, où le gars qui cogite un peu, qui prend les bonnes options quand il fait un combat, par exemple, il a plus de chances que le gars qui juste se contente de jeter les dés en hurlant. Euh, donc voilà, le jeu le permet au prix d'un certain crunch qu'il faut. Voilà. Après, je pense que c'est comme tout. Si on y va tranquillement, en toussant ses manches, on s'y met. C'est très prenable, hein. Ça peut être joué par des gamins de 14 ans. Donc, pour des adultes, oui, facilement, hein. Voilà. Je pense qu'il faut, si on ne veut pas que l'expérience de jeu elle chute, moi l'expérience que j'ai quand même, c'est qu'il faut pas trop, il faut pas trop, ça c'est pas le bon mot, mais simplifier les choses. Si on simplifie trop, l'expérience de jeu elle chute à la table. Voilà, parce que les joueurs, moins vous leur demandez de faire des efforts, moins ils en font. Et c'est pas faire des efforts pour faire des efforts. C'est que s'il n'y a pas d'efforts, bah, les chances d'avoir une bonne partie sont quand même moins bonnes. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain livre, certainement de la gamme de Warhammer. J'attends encore des ouvrages qui devraient arriver. Au revoir.